Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 sagas pour lesquelles j'ai enfin lu les derniers tomes, et puis un où j'ai lu un autre tome de la série. Pour certains, ça fait même quelques mois que je les ai lus, mais j'avais jamais pris le temps finalement de faire un retour sur ces titres-là. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous faire donc un bilan complet donc sur ces 2 séries que j'ai terminées et puis l'autre que j'ai continué. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour en parler. Comme je vous le disais en introduction, j'ai donc réussi à finir des séries. Je vais donc commencer par Les mystères de Laris Pen de Lucie Pierapajot. J'avais déjà dû vous faire des vidéos, j'avais dû vous parler du tome 2. Donc là, il s'agissait du tome 3, L'élixir ultime, qui était donc le dernier tome de cette trilogie. Je rappelle donc que Lucie Pierapajot était donc la gagnante du grand concours Gallimard, qu'elle a donc gagné en 2017, si je ne me trompe. Là, donc, on était dans un monde un peu changé. On était dans un Paris avant la Première Guerre mondiale, donc fin des années 1800, très steampunk. En fait, Paris s'était refermé sur lui-même, avait quitté entre guillemets la France, on va dire, était devenu un État en lui-même, appelé l'Arispem, qui était dirigé par une caste de bouchers. Et voilà, ils avaient Jules Verne qui les avait rejoints, qui leur faisait des inventions. Donc on était dans un monde un peu très steampunk avec des machines, des dirigeables, tout ce qu'on peut retrouver dans les thématiques steampunk. On suivait, et ils avaient banni en fait, c'était ça en fait la cause de la révolution pour cette création de cité-État, c'est qu'ils avaient décidé de virer tous les bourgeois de Paris. Donc il n'y avait entre guillemets plus aucun riche à Paris. C'était donc devenu, comme je vous dis, les bouchers qui étaient devenus les maîtres, et tout le monde vivait comme ça dans une sorte d'égalité au sein de ce nouveau cité-État qu'on appelait l'Arispen. On apprenait donc que les bourgeois, par contre, avaient mis au point, avant de disparaître, il y en avait un qui avait mis au point dans son sang, qui avait créé une sorte de don qui lui permettait, s'il touchait les personnes avec son sang, de les contrôler. Et donc on a certains bourgeois, donc une descendante des bourgeois, qui a fomenté un complot pour reprendre de l'Arispen en utilisant ce pouvoir du contrôle des gens pour donc dominer, on va dire, l'Arispen, voire plus. D'où le titre, l'élixir ultime, qui est donc ce même élixir qui irait même plus loin, parce que du coup, même carrément avec la pensée, elle pourrait donc contrôler les gens en poussant le pouvoir encore plus loin. Si elle retrouvait les notes de l'ancêtre bourgeois, qui, dans ces notes, permettrait du coup de créer cet élixir ultime qui avait été donc disparu suite à la guerre, de la Révolution. On suivait donc 3 jeunes enfants dans ce roman. Carmine, une bouchère, j'ai même plus le nom, Liberté, une de ses amies, qui était une ouvrière réparateur des différents appareils steampunk, et puis Nathanaël qui était le premier en fait à découvrir donc il est un orphelin et qui découvre qu'il a ce don du sang aussi et qui peut aussi contrôler, qui serait descendant de bourgeois et qui donc on connaissait pas ses vrais parents puisqu'il était orphelin. Donc enfin dans ce livre on découvrait l'identité de ses parents et donc de son histoire, et donc pourquoi il avait le don du sang aussi. Donc forcément, ces enfants vont lutter pour arriver à empêcher la reprise du pouvoir par la méchante descendante des bourgeois. Je vais pas revenir sur l'ensemble plus que ça de l'histoire. Je pense que, parce qu'après ça serait spoilé si je vous dis ce qui se passe dans ce 3e tome, je vais vraiment vous revenir vite fait sur cette saga que j'ai trouvée vraiment très prenante. J'ai vraiment trouvé que c'était une série sans critique, vraiment. On est pris par les personnages, on est pris par l'histoire, il se passe toujours quelque chose, il y a beaucoup de rebondissements, on a envie d'en savoir plus, les personnages ont beaucoup de passé, ont beaucoup de questions, se posent beaucoup de questions à leur sujet, et c'est vrai qu'on avance dans le livre pour arriver à connaître leurs origines, leur passé, pourquoi ils en sont là, comment ils vont réussir à s'en sortir, comment ils vont réussir à empêcher telle chose de se passer. Les
personnages ont des liens les uns avec les autres et finalement ils vont être obligés de faire certaines choses pour réussir à avancer et atteindre leur objectif, quitte à faire du mal à d'autres. Donc j'ai vraiment trouvé que l'ensemble de la trilogie se tenait. On est vraiment plongé en plus dans cet univers, je trouve, de Solaris Pen. Il y a un travail des mots aussi qui est très bien trouvé, parce qu'en fait il faut savoir que Laris Pen n'est pas choisi au hasard. Apparemment, il s'agirait qu'apparemment chez les bouchers, à une certaine époque, ils avaient une sorte de vocabulaire. Et en fait, on retrouve qu'il faut rajouter une certaine... En fait, il faut enlever la première lettre du mot, la mettre à la fin, et puis rajouter des syllabes, et ça veut dire de certaines choses. Et donc là, en fait, on peut retrouver Paris à la base. C'est Paris si on remet le P au début à la place du L. Et en fait, ça, donc avec le langage boucher, ça fait Laris Pen. Et donc il y a plein de mots comme ça dans le bouquin qu'on retrouve mélangés avec ce langage, donc j'ai trouvé ça très bien d'avoir poussé le vice, on va dire, jusqu'au bout. Et puis voilà, bon ben on est vraiment embarqué dans cette histoire jusqu'au bout, qui a un petit côté finalement haletant, thriller, de course-poursuite, d'aventure, de révélation. Donc voilà, il y a vraiment tous les ingrédients pour faire une magnifique trilogie. On passe vraiment un excellent moment dans cette saga, qui est, on va dire, un cran en dessous, dans le sens, je veux dire, explicatif et détaillé que la passe miroir, par exemple, qui est peut-être moins prise de tête quelque part, mais que je trouve quelque part plus jouissif, parce que du coup, tout est juste, sans en faire trop, finalement. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment dans cette trilogie. Ensuite, je voulais continuer avec une autre fin de série. C'était donc le 7e tome. C'était donc une longue série. Il s'agit donc de Jonah. Donc là, le dernier tome, c'était Le Jardin de Sian. Donc je rappelle l'auteur, Time-Mark Le Temps, que j'avais pu donc rencontrer à maintes reprises. J'ai pu avoir là une petite dédicace sur celui-ci. Je vais vite revenir pour vous parler vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jonah, sur le début de l'histoire et vite fait un petit peu de quoi parle la série, mais très rapidement. En fait, on est sur un jeune garçon qui est à la base un orphelin, là encore, parce que c'est toujours facile dans les romans de faire des orphelins. Ça a toujours comme ça des possibilités de créer des arcs narratifs sur leur passé. Un enfant qui naît sans bras. Et donc voilà, c'est cet enfant qui est né sans bras, qui est donc handicapé. Mais le fait qu'il a eu cette malformation, c'est qu'il y a autre chose du coup qui s'est formé. C'est en lui, dans sa tête, il a 2 petites voix, comme il va les appeler, qui se sont créées. Il va les appeler voix A et voix B. Et ces 2 petites voix ont des pouvoirs. Ils vont lui permettre d'acquérir des pouvoirs et d'acquérir des compétences beaucoup plus rapidement. Donc voilà, il est assez au niveau cerveau beaucoup plus développé. Et ils vont partir un petit peu dans l'auteur va partir dans cette idée que finalement, chaque enfant qui a un handicap, ça veut dire qu'il développe autre chose à côté, un autre don. Mais c'est des incohérences selon la nature, et donc la nature va vouloir les éliminer. Et en fait, on va se rendre compte que Jonah est poursuivi par la nature, qui va absolument l'éliminer, parce que pour lui, pour la nature, c'est une erreur, il ne devrait pas exister. Donc Jonah va découvrir un ingrédient, le samaran, qui lui permet que s'il le prend de ne plus être détecté par la nature. Ça lui embrigade ses pouvoirs, mais en même temps, il n'est plus détecté par la nature. Et donc toute la saga est là de la lutte finalement de lui contre la nature, qui va absolument l'éliminer. La nature va mettre tout en place pour l'éliminer, créer des séismes, des avalanches, des tornades, et va même prendre possession d'animaux pour aller l'attaquer, et va également prendre possession du président du monde de Jonah, pour mettre même les forces militaires vraiment tout à disposition pour éliminer Jonah, parce que c'est une erreur et il ne devrait pas exister. Et de l'autre côté, on suit Jonah qui va rencontrer plein de personnages dans son aventure, d'autres gens, d'autres enfants comme lui, dans le cadre surtout des sentinelles, qui sont une structure qui s'occupe de ces enfants en fait aux dons étranges et aux handicaps, et qui les protège finalement de la nature. Et tous ces personnages vont finalement se lier d'amitié entre eux, ils vont créer une cité, une ville où ils vont pouvoir se retrouver. Et au fait, tous les amis de Jonah peuvent vivre ensemble, et cette ville aussi finalement va être source de conflit avec la nature, parce que finalement ils essayent de protéger Jonah. Donc voilà, c'était une série qui durait sur 7 tomes. Comme m'avait dit l'auteur quand je l'ai rencontré, il s'est laissé aucune limite, et c'est vrai que ça, on le voit, ça va dans beaucoup de choses, ça va très loin, ça peut aller jusqu'à un ours qui parle. Mais j'ai toujours trouvé que c'est quand même, malgré tout, malgré cette touche de folie qu'il a voulu lui apporter, il y a toujours une forme de cohérence. Et tout se tient, je trouve, et tout malgré tout peut être pas réaliste, mais plausible en tout cas. Et voilà, on est pris dans cette aventure, là encore on s'attache au personnage.
Je trouve que oui, on est au même niveau que Larry Spence avant, voilà, on est dans du roman jeunesse, young adulte, mais on n'est pas dans l'enfantillage, et voilà, moi j'ai passé vraiment un agréable moment, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, on retrouve le côté pouvoir, donc c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît dans la littérature. Et voilà, moi je ne peux que conseiller cette série, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup passer, et je trouve vraiment que moi c'est un titre que j'ai vraiment adoré. En tout cas, les premiers tomes, j'ai beaucoup aimé. Il y a peut-être je sais plus, le 4-5e tome que j'ai un peu moins accroché, que j'ai trouvé un peu plus longué, mais sinon après, ouais, ça devait être le 5e, et 6 et 7 après, était très bien. On a vraiment un très beau final avec des fortes révélations, parce que finalement, le passé de Jonah et de ses parents n'est pas si simple que ça. Voilà, on apprend beaucoup de choses, il a vraiment créé un très riche univers. Il y a plein de personnages, donc on ne s'ennuie pas, ils s'en passent dans tous les sens. Et tout est très bien construit, si on aime les pouvoirs, si on aime les super-héros, oui, parce qu'il y en a un, mais bon, pourquoi pas. Voilà, les combats, l'aventure, l'histoire, les révélations, la recherche de soi, du passé, et puis ce thème finalement de nature, handicap, voilà, qui étaient des thèmes, je trouve, très intéressants et abordés de manière originale. Donc j'ai vraiment passé... En fait, je vous dis n'importe quoi, il y avait que 6 tomes, en fait, c'est le 6e tome, je dis n'importe quoi, c'est pas 7, c'est 6. C'est 6. 6 tomes, donc c'était le 5 et 6 qui étaient bien, et c'était le 4 qui était moins bien. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment dans la série Jonah, et je remercie encore Time Mark Le Temps pour cette magnifique saga. Et pour terminer, je voulais vous parler... donc là, c'est le 2e tome. Je crois que du coup... donc c'est l'auberge entre les mondes. Donc c'est le 2e tome. Embrouille au menu. De Jean-Luc Marcastel, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Il m'a dit qu'il me semble qu'il y aurait 5 ou 6 tomes lorsque je l'ai rencontré pour avoir cette magnifique dédicace. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, on est vraiment sur du très très jeunesse. On est beaucoup plus jeunesse que Jonah et Larry Spence. En tout cas, enfin, moi, un truc. Mais j'aime beaucoup cette série. Je trouve que c'est reposant. Après des gros titres, ça fait du bien. C'est plus cool, c'est plus reposant. Ça se prend pas la tête, ça se lit tout seul. Et en même temps, l'aventure est intéressante. On est pris dedans. On peut dire, il y a pas mal de choses qui sont copiées, on va dire, quelque part Harry Potter. On peut retrouver certains mêmes ingrédients, en moins développés, mais on retrouve certains ingrédients. Voilà, on suit ce jeune garçon qui est obligé de reprendre l'auberge familiale, qui est l'auberge finalement qui permet, en fait, qui est le centre de l'univers. Tous les mondes communiquent avec cette auberge, et quand il y a des relations diplomatiques, etc., c'est dans cette auberge qu'ils vont dîner pour faire les traités, pour faire les actes diplomatiques, pour faire régner la paix. Et le but de cette auberge, c'est qu'en fait, ils vont réussir à faire des plats pour chaque culture, chaque monde, qui leur plaît, et qui fasse que du coup, le repas de la négociation se passe bien, et qu'il n'y ait pas, que ça déclenche pas de guerre. Et donc voilà en gros la thématique. Donc on retrouve pas mal de créatures, ça va dans tous les sens. Dans ce 2e tome, c'est un conflit entre deux tribus, une sorte d'abeilles, contre des fourmis, et qu'il faut empêcher finalement que ces deux tribus s'affrontent. Et il va se trouver qu'il faut un ingrédient spécial pour réussir à le faire, et que cet ingrédient disparaît, et ensuite c'est la fille de la reine qui est kidnappée. Donc il faut mener une enquête pour arriver à le retrouver le plus tôt possible. Hélas, pour faire ça, il va falloir bloquer toutes les portes de l'auberge pour que personne quitte les lieux et envahisse la terre finalement, parce que les abeilles avaient décidé de vouloir tout attaquer, parce que du coup le traité ne se passait pas, vu qu'on avait enlevé leur fils, ne passait pas comme prévu. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, Nathan, donc le jeune garçon qui doit reprendre la gestion de l'auberge en coupant l'auberge du reste du monde, éteint donc aussi la protection qui enfermait un terrible méchant. Et on se doute bien que finalement, même s'il va réussir sa mission, ça va libérer le méchant, et donc laisser une ouverture pour le 3e tome, que j'aurais très hâte de lire, parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est une série très frais. Jean-Luc Marcastel est un excellent conteur, il sait raconter les histoires. C'est encore vu dans ce titre, et pour ça, c'est un auteur à suivre. Même si vous ne voulez pas forcément lire ce titre qui est beaucoup plus jeunesse, n'hésitez pas à aller voir d'autres titres de Jean-Luc Marcastel, parce que c'est vraiment un auteur qui a une très belle plume et qui sait narrer les histoires. Donc voilà pour mon petit bilan fin de saga ou continuation de saga. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour parler de d'autres livres. Je vous dis à bientôt et lisez bien. Merci beaucoup.